Quel était le déclencheur? Il y a un moment donné, parce que vous écrivez depuis un moment sur Alors, le rap. par mon émission de radio que j'anime sur Radio Monte Carlo d'Oualia, donc qui est une radio panarabique arabophone qui diffuse dans le monde arabe, j'ai interviewé quasiment une très bonne partie des rappeurs du monde arabe, pas seulement du Liban. Et étant donné qu'aujourd'hui on vit dans une époque où l'image est très importante, je voulais projeter ça en images parce que j'estimais que la presse écrite c'est bien, la radio c'est bien, mais au bout d'un moment il fallait peut-être montrer les choses visuellement. Le graffiti, on peut en parler dans la presse, on peut en parler en radio si on ne voit pas Oui, tout à fait. Oui. Visuellement. Bon, on n'a pas une bonne idée de ce qui s'y passe. Il y a aussi un autre point sur lequel je voulais revenir. Comme vous avez pu le constater dans le documentaire, parce qu'on en parle, c'est que le Liban, politiquement, c'est une politique confessionnelle. Oui. C'est-à-dire que le président doit être chrétien maronite, Oui. le premier ministre sunnite, etc. Lorsque l'on parle de politique, chaque confession dépend d'un parti politique, dépend d'un leader politique, est lié directement à un courant politique. Et dans l'art, en général, au Liban, que ce soit le hip-hop ou autre, les artistes ont dépassé ce clivage. Donc c'est quelque chose, je pense, qui est assez important et d'une certaine manière, bon, je vais employer un mot, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais assez progressiste, on va dire. Et j'en avais marre qu'on parle que de ça quand on parle du Liban, du confessionnalisme, de la guerre, de ci, de ça. Moi, je voulais montrer le Liban que moi je connais, le Beyrouth que moi je connais, les gens que moi je côtoie, les lieux où moi je vais. Et même au Liban, quand on l'a projeté, il y a souvent des gens qui venaient me voir et qui me disaient, alors que c'est des gens qui sont nés et qui ont grandi là-bas, et qui me disaient, tu nous as fait découvrir un autre Beyrouth. Donc, comment, justement, parce que ce film, il a 1 an environ. Il est sorti le 13 avril 2017, pile poil. Donc moins presque d'un an. un an. Ouais. Alors, comment a été la réception, justement, au Liban? Vous l'avez évoqué à l'instant, mais plus généralement, est-ce que vous avez l'impression que ce film peut impacter, modifier, justement, ce rapport confessionnel qui a sapé durablement les relations interconfessionnelles et intercommunautaires, justement? Les mentalités sont en train de changer, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le confessionnalisme, certes, chaque confession dépend d'un leader politique, mais chaque leader politique, malheureusement, dépend aussi d'une puissance étrangère. Donc, ce qui fait que, malheureusement, on est le centre névralgique d'une petite guerre froide entre différents pays, en fait. Mais c'est ça qui est passionnant dans votre film, c'est qu'on voit que malgré tout, malgré le fait que le Beyrouth se trouve vraiment sur la ligne de fracture de ce monde qui est en train de se bouger avec tous les conflits qu'il y a, évidemment, avec la Syrie, il y a une alternative, un facteur artistique. Et vous l'avez, en tout cas, moi, je l'avais bien illustré. En tout cas, l'art a toujours été vecteur d'unité. Contrairement à la France, l'Allemagne ou les États-Unis, c'est que le hip-hop n'est pas encore ancré dans la société libanaise. Là-bas, c'est encore quelque chose de très underground, de très, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a un côté un peu encore authentique. Et donc, effectivement, il n'y a pas ce pont entre le hip-hop et la pop, ou le hip-hop, ou les cultures, entre guillemets, un peu plus traditionnelles. Il y a ce pont dans le sens où les rappeurs, les DJ, les graffeurs rendent hommage aux grands artistes libanais de l'époque 60, 70, 80. Alors, il y a beaucoup de graffeurs qui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le documentaire, qui ont dessiné Fayrouz, Sabah, Kulthum, toutes ces grandes chanteuses de Tarab, chanteuses orientales, libanaises, égyptiennes. On peut expliquer la différence entre le tag et le graphe. Il y a une différence entre le street art, le graffiti et le tag. Donc le tag, littéralement, c'est taguer son nom, son pseudonyme sur un mur. Le graffiti, il y a un côté plus artistique, c'est des grandes fresques, on va dire, ou c'est des grands lettrages, ou même le lettrage, ça peut rester entre le tag et le graffiti. Le street art, on est plus dans du pochoir, ou si vous connaissez Banksy, c'est un des street artistes les plus connus. Et il y a souvent un aspect un peu politisé ou un message, alors que le graffiti, il
il n'y a pas forcément de message politique. C'est je suis là, mon graphe est plus beau que le tien, mon dessin est plus beau que le tien. Est-ce qu'il y a un style Beyrouth? Il n'y a pas réellement un style Beyrouth. Il y a le calligraffiti, qui est du graffiti en lettres arabes. Oui. Et on peut dire que c'est un style arabe plus qu'un style lié au Liban. Donc bon, il y a des graffeurs comme le groupe Ashekman ou Mo ou Yazan Halouani qui, eux, sont spécialistes dans le calligraphie. Mais sinon, la plupart des graffeurs graffent, enfin, lorsqu'ils ne dessinent pas, graffent en lettres latines, quoi. Mais si on peut dire qu'il y a un style oriental et arabe, on peut dire que c'est le calligraphie. Politiquement, on l'a évoqué. Est-ce que la guerre en Syrie, qui est à vos portes, a impacté justement la scène du street art? Forcément, vu qu'il y a à peu près 1 million de réfugiés syriens au Liban, certains d'entre eux, que ce soit dans les camps ou ailleurs, font du rap, comme on l'a vu Al Darwish et d'autres. Donc, et forcément, ils parlent de la géopolitique de la région, et forcément, ils parlent de ce qui se passe en Syrie, malheureusement, depuis plus de 7 ans. Donc forcément, tout ce qui tout ce qui se passe autour du Liban impacte forcément les thématiques abordées chez les rappeurs, que ce soit le conflit israélo-palestinien, la guerre en Syrie, même en Irak pendant la guerre en 2003, etc. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est la dimension de la production physique de disques en rap. Est-ce qu'il y a du vinyle qui se presse? Parce que ça n'évoque pas cet aspect des choses. Ouais. Tout se retrouve sur SoundCloud. En rap libanais et en rap arabe de manière générale, tout est sur SoundCloud. Il y a des artistes qui font plus de 100 000 écoutes par morceau, des fois sur SoundCloud. Et certains artistes sortent leur album en physique, mais c'est plus, on va dire, symbolique pour les vendre à la sortie des concerts ou dans quelques boutiques. Mais c'est vrai que le marché physique dans le monde arabe, et particulièrement au Liban, est quasiment inexistant, quoi. Moi aussi, je fais de la musique depuis longtemps. Ça me rappelle un peu l'époque des Pablo Master et tout ça, parce que j'étais petit. J'ai aimé cette proximité que tu avais déjà avec les rappeurs, les artistes. Et puis par la suite, c'est qu'il y a une chose que j'ai remarqué, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de chanteuses. Il y a quand même... Le sexisme n'existe pas dans le hip-hop, de manière générale. Et au Liban, il n'y a pas 150 rappeurs. C'est-à-dire que par rapport au nombre de rappeurs qu'il y a quand même 3-4 rappeuses. Il y a quand même pas mal de breakdanceuses. Deux choses. Je voudrais bien croire qu'il n'y a pas de sexisme dans le hip-hop. Peut-être qu'au Liban, ailleurs, il y en a beaucoup. Non, mais il y a du sexisme dans la société en général, de toute façon. Oui, non, mais le hip-hop n'y échappe pas. L'autre chose qui m'avait frappé, ce qu'a dit l'un des interviewés, c'était, disons qu'il avait eu le courage de faire du rap en arabe, en sachant qu'il avait cette idée que l'arabe, c'était la langue du Coran, etc., etc. Le rap a été un électrochoc partout, et au Liban, ça l'a été aussi. Et c'est vrai que, comme le disait Raïs Bek, certaines personnes, peut-être, avaient mal perçu le fait que la langue arabe serve à faire du rap, mais ça n'a pas été un souci qui a perduré. C'est-à-dire que très vite, les gens, après, se sont habitués et ont même apprécié le fait que les rappeurs rappent en arabe, parce que le fait qu'ils rappaient en français ou en anglais, il y avait une espèce de, comment dirais-je, c'était la langue coloniale. Les rappeurs libanais, arabes, ont récupéré un peu leur identité en disant non, on affirme notre identité, on est arabe, on rappe en arabe. Donc, et c'est même très positif parce que, comme vous avez pu le constater aussi dans le documentaire, les jeunes au Liban mélangent souvent l'anglais, l'arabe, le français dans la même phrase. Et le fait de rapper en arabe, ça aussi encourage les plus jeunes à venir à aimer cette langue. Pourquoi vous avez arrêté de rapper? Oui. Alors j'aime beaucoup m'exprimer par le biais de l'image en ce moment. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Et donc, je pense que pendant 3-4 années, vous allez plus entendre parler de moi en tant que réalisateur de documentaires qu'en tant que rappeur. Je vous remercie, Salim Saab. Merci de l'invitation.